Bonjour à tous. Ravi d'enchaîner. Le rythme de la journée est tout à fait tendu. Donc là, on a décidé entre nous que comme on n'était que des Français, on parlera plutôt français. But if there are some English-speaking people in the room, of course, feel free to ask questions in English, and then we will translate and answer in English. Donc merci beaucoup. Un sujet qui nous intéresse énormément aujourd'hui. Donc moi je suis Olivier Mathieu, vice-président de France Digital, également président de The Camp, qui est un campus dans le sud de la France et qui justement accompagne les grands groupes et les startups dans leur transformation numérique, mais aussi les transformations à impact sociétaux, énergétiques, écologiques, gouvernance, etc. Et donc ce sujet me tient à cœur particulièrement. Donc je tenais à remercier nos amis ici. Donc on va parler autour d'un sujet qui est, je trouve, assez bien formulé, qu'on a appelé Positive Impact by Design. Donc on a, alors je commence peut-être par les dames, Marie de Nickel, Thibaut de Castali et Eric, ici le plus proche de moi, de Alternative, sur ton nouveau projet. Donc, comme on a peu de temps, je vous ai demandé, on va essayer de faire cette règle du jeu, de parler brièvement. Donc chacun se présente, pitch un peu qui il est, mais aussi quel est son projet, et finit par quelle est ma définition de l'impact. Parce que vous savez que l'impact, c'est un peu un buzzword, un peu éculé, un peu érodé aujourd'hui. Donc tout le monde revendique faire de l'impact. Est-ce que l'impact est dans le business? Le business est-il dans l'impact? Est-ce que c'est juste pour faire du greenwashing et avoir une bonne image? Ou est-ce que c'est plus profond? Donc évidemment, ici, on a des gens qui sont concernés par le sujet depuis longtemps et depuis plusieurs années. Donc je te donne la parole, Marie, avec cette règle du jeu d'une petite minute. Super. Et bien donc moi, je suis Marie Degrand-Guillot, directrice déléguée de Nickel. Nickel, c'est la première néobanque en France. Donc ça a été créé il y a 6 ans et on a 1,7 million de clients. Et notre mission, c'est de proposer, de simplifier l'accès et l'utilisation du compte courant pour tout le monde. Et quand on dit pour tout le monde, c'est quels que soient vos revenus, quel que soit là où vous habitez, quelle que soit votre aisance avec le numérique. Et donc tous ces sujets d'inclusion de manière transverse nous intéressent énormément. Et donc la définition de l'impact, d'un point de vue générique, moi je pense que c'est la contribution qu'une organisation peut apporter à des problèmes qui la dépassent, donc à des problèmes plutôt d'intérêt général. Et je pense que derrière cette notion, il y a 2 aspects qui me paraissent assez fondamentaux. Le premier, c'est d'être spécifique, c'est-à-dire quel impact exactement une organisation donnée vise. Et du coup, si on est spécifique, ça fait le lien avec le deuxième point, on est capable de mesurer. C'est-à-dire mesurer, du coup, est-ce qu'on arrive ou pas à faire bouger ce grand problème qui nous intéressait au départ. Donc je note et on reviendra sur cette question de mesure de l'impact, y compris dans la durée. On va faire dans l'ordre, juste dans l'ordre des sièges. Alors Thibaut, sur qui tu es en 1 minute et comment est-ce que tu définis l'impact dans ta communication, y compris en interne vers tes équipes? Donc, je suis Thibaut Lamarque, le fondateur de Castali. Castali, c'est une société qui a pour mission de mettre fin à la folie des bouteilles en plastique. Concrètement, notre métier, c'est de venir installer des fontaines et des contenants qui permettent d'embouteiller l'eau sur place et d'éviter la bouteille en plastique. On a 2500 machines en France. En gros, on double chaque année. Et l'année dernière, on a évité 24 millions de bouteilles. Bon, il faut savoir que le plastique à usage unique en France, il y a 16 milliards de bouteilles, dont seulement 10% sont recyclés dans les grandes villes, donc il y a encore une marge de progression très importante. Et puis sur la définition de l'impact, moi j'ai envie de dire que l'impact finalement, c'est qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants et qui fait qu'on vient remplacer une solution problématique. Ça, c'est la première partie de la définition. La deuxième partie, pour finalement rejoindre Marie, je pense qu'il faut mesurer. Il y a beaucoup de fausses bonnes idées. Et si on n'a pas, en tout cas dans le cas de Castali, par exemple, une analyse de cycle de vie produit qui permet de dire que le bilan carbone d'un litre de Castali est 90% inférieur à une bouteille d'eau en plastique, si on n'a pas ce chiffre, on n'est pas capable de vraiment quantifier l'impact. Merci Thibaut. Alors Eric, toi, tu es bien connu sur la scène technologie. Là, tu as un nouveau projet, donc je te laisse le présenter en quelques mots et également toi aussi t'approprier ta propre définition de l'impact. Oui, donc Eric Léandri, je suis le CEO de Alternative. Alternative, c'est tout simplement un projet qui veut mettre ensemble le droit à la vie privée, article 12 des droits de l'homme, et le droit à la sécurité, article 3 des droits de l'homme, en vous apportant une nouvelle technologie pour vous permettre de vous balader sur Internet et d'être totalement en sécurité. C'est ça un peu l'idée. Et juste sur cette idée-là, ma définition de l'impact à moi, j'adore les droits de l'homme. J'adore ce qui a été écrit en 1948 et quand vous le relisez, vous vous rendez compte que
en essayant d'appliquer tout cela au business, à ce que l'on fait tous les jours, on a de quoi permettre à chacun d'entre nous de grandir dans un univers plus sécurisé, mais aussi dans lequel on a le droit à cette vie privée. Et c'est ça que je tiens encore à apporter, avec évidemment de l'énergie verte aujourd'hui et tout un tas de choses, mais avec un business model qui va permettre de grandir, de faire de l'argent vraiment et de rester sur une vraie politique de protection. Merci. Bon, bah, là, on voit à peu près la façon dont vous vous positionnez par rapport à l'impact. Et je voudrais rentrer maintenant dans le vif du sujet, de ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, dans cette idée de impact by design. La question qu'on s'est posée un peu en préparant, je commencerai pour échanger un peu par Thibaut. La question qui se pose dans cette idée de impact by design, c'est finalement, est-ce qu'il faut aller plutôt du business vers l'impact? Est-ce qu'il faut aller de l'impact vers le business? Est-ce que ce sont des mondes séparés? Comment est-ce qu'on fait pour les concilier? Et du coup, quelle est la méthode? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'impact peut aussi peut-être créer un marché, donc des revenus, un business model, etc. Si je prends l'exemple de Tesla, qu'on avait un petit peu échangé avec toi, c'est finalement, c'est pas forcément une nouvelle façon de se déplacer. On reste dans le marché de la voiture, il existe, mais c'est une énergie différente à l'intérieur d'un comportement qui permet à des gens qui avant conduisaient des voitures de ne pas avoir l'impression d'avoir une expérience dégradée. Ils n'ont pas une expérience dégradée, ça reste une voiture, même plutôt une voiture performante, et pour autant, elle est décarbonée. Donc, quelle est la démarche chez Castelli pour mettre de l'impact dans le produit, ou est-ce que c'est au contraire le produit qui, lui, vient vers l'impact et étant déformé par les process ou les méthodes? Je pense qu'en tout cas, ce qui m'a animé au lancement de Castelli, c'était le pourquoi, le why, et c'était le sujet du plastique. À partir de là, j'ai construit une solution qui permet de remplacer la bouteille en plastique. Et la fontaine à eau, elle existait déjà depuis des dizaines d'années. Les bouteilles en verre, ça existait depuis la nuit des temps. Les gourdes aussi. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on finalement on réinvente un modèle en premiumisant. Là, on parlait de Tesla. À notre toute petite échelle, on a fait la même chose avec la fontaine à eau. Et c'est ça qui permet de donner de l'impact. Bon, c'est plus facile d'ailleurs d'avoir de l'impact sur un marché de substitution. Là, je parlais des 16 milliards de bouteilles. C'est plus facile de rentrer sur un marché qui est déjà mature, avec un vrai problème de durabilité, et de venir faire son trou dans ce marché que de partir sur un nouveau marché en se disant « je vais avoir de l'impact ». Et juste pour préciser ce point-là, comment est-ce que tu remets le client au centre? Enfin, quel est le problème que tu adresses? Si on prend le terme un peu entrepreneurial dans notre jargon, le pain point que tu adresses. Le pain point, c'est que les fontaines à eau ont toujours été dans les toilettes. Et finalement, qu'est-ce qui a envie d'aller se servir un verre d'eau dans les toilettes? Et c'est toujours d'ailleurs des fontaines à eau qui sont fabriquées en Chine, finalement qui n'ont pas de valeur. Le loyer moyen d'une fontaine à eau chinoise, c'est de l'ordre de 15 € par mois. On vaut au moins 10 fois plus cher. Et donc finalement, on a premiumisé, mais parce que on fabrique des machines en France ou en Italie, parce que les kits filtres sont assemblés par des travailleurs handicapés à Issy-les-Moulineaux, et parce qu'on a fait les choses différemment. Donc finalement, ça revient alors la comparaison avec Tesla était pas absurde, ça revient à proposer une expérience nouvelle à partir d'une problématique qui est une problématique de dépollution, enfin réduction des déchets, mais avec une expérience positive pour le consommateur. On travaille avec je pense que le design est très important, et on a travaillé on travaille depuis 8 ans avec Helium Studio, qui conçoit nos bouteilles et nos machines, et le design fait partie de l'expérience client. Parfait. Eric, sur cette question-là, donc est-ce que toi tu vois les choses, tu as une longue expérience dans la tech par ailleurs, et parfois on critique la tech aussi dans son impact, on en parlait tout à l'heure en aparté, c'est difficile de faire de la blockchain et de l'impact à partir du moment où on connaît la consommation énergétique des serveurs, et donc comment est-ce que tu vois ce problème? Est-ce qu'il faut transformer l'existant ou on repart from scratch? Oh, alors, ça dépend en fait ce que tu veux faire en réalité, mais si on regarde bien une entreprise au XXIe siècle, qui va mettre des serveurs sans réfléchir à quel va être leur impact sur l'environnement, quelle va être leur source d'énergie, comment faire pour les approvisionner le plus vert possible, comment faire pour éviter d'avoir une utilisation énorme de la climatisation, comment faire pour réfléchir les serveurs pour qu'ils soient parfaitement scalable, il est beau comme mot français celui-là, afin de leur permettre de grandir sans avoir un impact énorme sur ta production. Tout ça, c'est une obligation au XXIe siècle, enfin je le pense. Donc par défaut, c'est ce qu'on a fait chez nous, mais par défaut, c'est ce que je pense que chacun devrait faire chez lui. Donc si on commence à regarder les infrastructures pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des systèmes de
de commutation, d'envoi de l'information, de gestion des paquets. On devrait les regarder aussi pour ce qu'elles doivent être, des choses parfaitement efficientes, qui fonctionnent parfaitement, qui doivent aujourd'hui être intégrées facilement dans l'ensemble du réseau. Donc, est-ce qu'on doit tout refaire de zéro ou est-ce qu'on doit travailler dessus? Moi, je pense que ça a déjà été essayé 50 fois, ça marche jamais. Donc partons plutôt des couches que l'on a, ajoutons de l'intelligence par-dessus et amenons des choses qui permettent de l'impact immédiatement. Dans les autres produits que l'on donne chez Alternative, on a Alternative Radio, qui est ce que fait Gaël pour sauver les populations, pour les alerter avec du cell broadcast, pour permettre de remettre de la radio, de la 3G, 4G après un cyclone. En cas de catastrophe naturelle. Exactement. Eh ben ce sont des choses à impact immédiat, très fortes, capables de sauver les populations. Et pourtant, on va le faire avec du solaire, on va le faire avec AQO, on va le faire avec des énergies et des technologies à faible usage de puissance, puisqu'on n'en a plus. Et donc, c'est quelque chose qui doit être réfléchi de cette façon-là dès le début, et maintenant, on peut le faire. Donc, dans vos boîtes, surtout, n'hésitez pas à réfléchir à vos infrastructures, parce que vous allez vous apercevoir que vous exagérez tous. En fait, dans le point, par exemple, de la catastrophe naturelle, tu te retrouves par définition dans une situation de sobriété puisque plus d'énergie. Donc il faut, là, pour le coup, être malin et recommencer à partir d'énergie naturelle à retrouver la capacité de mettre de la puissance dans les émetteurs. Et redémarrer rapidement en sécurité, ce qui fait beaucoup de choses. On a le droit de s'interrompre. Hein, et Eric nous disait tout à l'heure, c'est finalement beaucoup de bon sens. Et l'éco-conception, c'est souvent beaucoup de bon sens. Ça me va. Alors, chez Nickel, comment est-ce qu'on voit les choses? À partir du moment où il y a dans l'ADN même de l'entreprise la question de pouvoir adresser des personnes, enfin des populations et des cibles qui étaient peut-être débancarisées ou non bancarisées. Donc, par exemple, c'est déjà la mission au départ. Donc, comment est-ce que ça a été conçu pour être quand même une banque et quand même viable à l'intérieur d'un marché financier très structuré? Nickel, ça a clairement été conçu pour l'impact. C'est-à-dire qu'on sait dès le départ, la motivation de l'équipe était de se dire que c'était pas possible de vivre quotidiennement sans compte courant, sans compte bancaire, sa vie, qui que l'on soit, et donc que ça relevait de justice que d'avoir accès à un compte. Donc je pense que ça c'est l'ADN de l'entreprise et ça continue de l'être énormément malgré la croissance. Moi, ce que je trouve intéressant dans la question, c'est que ça la pose un peu en dichotomie, quoi. Je pense que de créer une nouvelle start-up aujourd'hui, forcément, on a envie de dire, pense directement à ton impact. D'ailleurs, ça va créer une culture et une dynamique qui vont être démultipliées au sein des équipes. Je trouve aussi qu'il faut avoir plus d'ambition que sa propre organisation quand on parle d'impact, parce que l'impact, le problème qu'on cible nous dépasse forcément. Moi, je pense pas qu'aujourd'hui Nickel résolve d'ailleurs le problème globalement d'accès à la banque dans le monde. Et donc, je serais ravi que des organisations établies, que des banques s'inspirent du modèle pour pouvoir se réapproprier ces segments de marché-là et trouver une réponse adaptée pour leur proposer des services. Et donc je pense que il y a les nouveaux acteurs qui forcément peuvent peut-être incarner l'impact dès le démarrage, mais les acteurs présents, les acteurs traditionnels, je suis sûr qu'ils finissent par bouger en voyant le potentiel que créent les nouvelles startups en innovant. Mais la raison pour laquelle les banques ne sont pas allées sur ce marché, pour un tout petit peu approfondir, tout à l'heure je parlais de Tesla, mais je prends la comparaison de Uber qui n'est pas dans un sujet de l'impact, ou en tout cas qui est contesté là-dessus, mais malgré tout ils ont révolutionné quand même la mobilité urbaine, et c'est pas G7 qui l'a fait. Quand on prend l'exemple des taxis, on dit souvent que le fondateur de Uber, c'est aussi parce qu'il ne trouvait pas de taxi à Paris qu'il a eu l'idée de Uber. Donc là c'est l'uberisation dans la révolution digitale. Maintenant on prend la révolution de l'impact. Est-ce que par analogie on a le droit de se demander quand même pourquoi c'est pas la BNP, enfin alors la BNP finalement a fait un move, mais pourquoi c'est pas la BNP qui a fait ce mouvement plutôt que de racheter Nickel? Pourquoi c'est pas eux qui se sont transformés? Est-ce qu'il y a une forme d'uberisation, d'impactisation du secteur qui vient par l'extérieur, l'innovation un peu exogène que vous avez amenée avec Nickel? Bah oui, non, je pense que c'est toujours plus simple d'innover à l'extérieur. Mais par contre, c'est aussi qu'elles ont, quand on est dans une organisation, on intègre les contraintes de cette organisation. Il se trouve que les banques traditionnelles, elles ont des modèles économiques qui n'ont rien à voir avec celui de Nickel. Nous, chez Nickel, on a tout variabilisé. Donc on n'a pas d'agence physique, on a très peu de staff. C'est des buralistes qui vont permettre d'ouvrir le compte courant. Donc le buraliste est rémunéré au compte ouvert. Donc il y a quasiment zéro coût fixe qui permet de rentabiliser des clients qui, auprès des banques, leur coûtent énormément d'argent. Donc ça, c'est une différence de point de départ. Maintenant que Nickel réussit, puisqu'on est rentable, on continue à croître, on va se lancer dans 7 pays européens dans les 2 prochaines années. Maintenant que Nickel réussit, je suis sûr que ça va donner envie à des acteurs traditionnels
de s'inspirer du modèle pour aller atteindre une échelle encore plus importante. La différence entre tous les secteurs dont tu parles et le nôtre, c'est que nous, on est dans un marché régulé, donc qui est très domestique. Donc c'est assez difficile de dire je vais faire la banque du monde, comme je vais faire Uber ou comme je vais faire Google, parce que vous avez des régulateurs dans les pays et des usages du paiement qui sont très différents. Et donc d'ailleurs, les GAFA essayent de dire je désintermédie les banques pour proposer en gros la meilleure expérience en paiement, mais en fait ils ont quand même besoin des banques derrière parce que c'est les banques qui respectent la régulation du régulateur. Donc c'est une différence de marché. C'est combien de comptes, Nickel? C'est 1 700 000 comptes. En tout cas, moi, le point, juste avant de poser une dernière question, ce que je voulais dire, c'est que finalement, je trouve ça intéressant de constater qu'il y a une révolution de l'impact, un peu comme la révolution digitale. Je synthétise ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, c'est comme une nouvelle forme de révolution dont le digital est un des outils de facilitation, par l'agilité, par la réduction des coûts, etc., mais qui est en quelque sorte quand même une révolution semblable dans le sens où elle arrive de manière perpendiculaire aux grands modèles établis, aux grands acteurs corporate qui n'ont pas cette agilité, ou pas la volonté, ou pas la rapidité, ou peut-être pas l'urgence de le faire. Et donc, dans l'impact, me semble-t-il, l'innovation arrive un peu, tu le fais aussi avec Castalli, en concurrence de marchés existants qui auraient pu, d'une certaine manière, comme nous on l'a fait à l'époque du e-commerce, on a bousculé les commerçants traditionnels, et puis à un moment donné, ils ont commencé à se dire, bah, tiens, il faudrait qu'on crée des plateformes, il faudrait qu'on crée des marketplaces, il faudrait qu'on arrête avec les catalogues papier, mais c'est pas eux qui l'ont fait parce qu'un peu assis sur leur tas d'or. Et je trouve qu'on voit un peu le même mouvement avec l'impact, ce qui est d'une certaine manière réjouissant, ça laisse un grand champ d'innovation ouvert. Moi, ce qui m'intéresse aussi, on va recommencer par toi, Eric, pour redistribuer les cartes, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut maintenir, une fois qu'on a défini qu'on était dans l'impact by design, donc dans la vision, la conception du produit. Ça, c'est le lancement d'un projet. Mais comment est-ce qu'on fait pour le rester au long cours? Notamment, on sait que l'impact, c'est aussi un argument très attractif sur le marché du travail en termes de RH. Pour attirer les meilleurs talents, il faut pouvoir se prévaloir d'engagements importants. Mais comment est-ce qu'on fait ensuite, sous la pression du marché, peut-être des actionnaires, peut-être des finances, peut-être de la marge, d'autres soucis qui peuvent nous entourer et qui sont parfois exogènes, comment est-ce qu'on maintient le cap? Alors ça ne va pas faire rêver, mais ça a très bien marché. Alors je vous donne quand même la combine au cas où. Le fait de prendre un directeur de l'éthique, un directeur de l'impact, de faire des choses comme ça, c'est toujours très sympa. Mais ensuite, quand c'est des actionnaires qui prennent votre société et qui ont besoin de faire beaucoup plus d'argent, ce qui marche très bien, c'est des packs d'actionnaires très forts qui obligent à suivre le cap. Comme ça, s'ils rentrent, ils rentrent avec le pack d'actionnaires. Et c'est beaucoup plus compliqué à changer. Alors c'est pas super sexy comme proposition, mais pensez-y parce que si vous partez sur de l'impact, pensez-y dès le début. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire de l'impact et être rentable, voire même très rentable, parce que c'est une meilleure source d'énergie, c'est aussi de plus en plus efficace en termes d'efficience sur votre infrastructure et la capacité de trouver des modèles économiques où les gens sont prêts à payer aujourd'hui pour de la sécurité ou de la vie privée. Ce n'était pas le cas hier. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dès aujourd'hui, mais pensez aussi statut, législation juridique, parce que ça bloquera beaucoup de choses et ça empêchera pas mal de choses sur le long terme. Alors, même question, Marie. Bon, même si c'était dans votre ADN au départ, est-ce qu'il peut y avoir des tentations, des pressions, peut-être parfois des inquiétudes? Moi, je vois dans des boîtes qui font de l'impact, parfois les salariés ou le comité de direction se demandent s'ils sont rentrés pour une raison et si on n'est pas un peu en train de perdre son âme au fur et à mesure que le temps passe et que la pression sur les dashboards, les quarterly reports, les indicateurs, etc., finit par tordre un petit peu la vision initiale. Oui, je pense que c'est l'enjeu principal d'une boîte qui est en très très forte croissance, c'est de maintenir une cohérence et une culture très très forte pour que tout le monde ait une énergie alignée alors que vous recrutez toutes les semaines énormément de personnes pour rejoindre vos équipes. Moi je pense que la meilleure façon de créer cette culture, c'est de vivre l'impact. Et encore il y a une semaine, moi j'ai un collaborateur qui a rencontré un de nos clients qui lui a dit mais en fait Nickel, ça m'a sauvé la vie. On lui dit, nous, on a des valeurs qui expliquent ce que Nickel apporte aux clients. Mais quand il a raconté cet épisode-là à son équipe, il était vraiment ému et touché. Il disait, mais vous vous rendez compte ce qu'on fait? Le gars, il nous a dit que ça va sauver la vie. Et en fait, je pense que de vivre vraiment l'impact, ça permet de créer une culture très forte. Et en dehors de ça, parce que c'est pas toujours possible selon les organisations et l'impact qu'on a choisi de porter, je pense que la culture est fondamentale et elle doit être très très incarnée par le top management et la gouvernance. Donc ce que tu dis sur le pacte d'actionnaires, moi, si tu as fait ça pour Alternative, je pense que c'est super. C'est effectivement une très grosse contrainte, mais d'entrée de jeu, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Enfin, en tout cas, tout le monde le signe pour entrer au capital, donc c'est assez engageant.
Est-ce que tu as des recommandations là-dessus, dans la gouvernance, qui permettent de prolonger ce qui a été un peu dit? Comment est-ce qu'on maintient le cap? Est-ce qu'il y a des méthodes, voir les statuts de la société, voir autre chose? Alors peut-être sur les valeurs à vivre, moi je pense que c'est très important et aujourd'hui là on monte le bureau français d'une fondation Made Blue qui fait de l'accès à l'eau potable en Éthiopie. Et donc on va impliquer les clients, les fournisseurs et les collaborateurs dans ce projet d'accès à l'eau. Et puis alors nous on l'a pas fait dans le pacte d'actionnaires, on l'a fait dans les statuts. Donc aujourd'hui il y a la possibilité avec de l'inscrire dans les statuts. Donc on fait partie de l'ESS, donc on a un agrément ESUS. Et donc il y a un statut particulier qui oblige à avoir une gouvernance. Donc on a un comité ESUS qui est présidé par Brice Rocher, le président de Yves Rocher. Quel est le pouvoir d'un tel comité? Il peut nous faire perdre notre agrément ESUS. Donc si demain je me mets à faire des bouteilles en plastique, ce que je ne ferai pas, mais si je me mettais à le faire, finalement le comité pourrait en parler à mon commissaire aux comptes qui ferait sauter l'agrément. Et je pense que c'est très fort de le marquer dans les statuts, dans le pacte d'actionnaires, et ça permet dans le temps de passer. Alors le pacte d'actionnaires il peut changer quand on change d'investisseur. Là je viens de changer d'investisseur. On l'a fait pendant 10 ans dans Quant, c'est pour ça que je te dis. Mais c'est encore mieux dans les statuts, améliorer. C'est-à-dire qu'effectivement, la loi Pacte aussi pose la question de l'entreprise à mission. Donc, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu recommandes de s'engager? Moi, je pense que prendre au bon. C'est vraiment important. Pendant longtemps, il y a eu la philanthropie. Ensuite, dans les années 2000, il y a eu l'ESG. Et puis, aujourd'hui, en fait, c'est vraiment l'entreprise à mission. Donc, je pense que c'est important que chacun, finalement, chaque entrepreneur, s'approprie sa mission et la partage avec son équipe. Je trouvais que l'exemple était émouvant. Eric? Juste pensez quand même BP, pensez-y de suite, dès maintenant, pas après, parce que sinon on revient rapidement sur la philanthropie ou l'ONG. Aujourd'hui, on sait faire et de l'impact et gagner de l'argent. Donc les statuts et le pacte, je pense que c'est très important, mais allons-y. Aujourd'hui, il y a vraiment des business models qui fonctionnent très bien sur de l'impact. Caudalie le prouve, Nickel le prouve. On va essayer de vous le prouver aussi. Pendant longtemps, on a dit que l'impact, finalement, c'était des fauteuils roulants en papier mâché. Et ça, je pense que c'est vraiment une idée, une mauvaise idée, enfin une mauvaise image, en tout cas, de l'économie sociale et solidaire. C'est pas parce qu'on fait les choses différemment qu'on ne peut pas être performant. Et c'est pas parce qu'on fait les choses différemment qu'on ne peut pas grandir. Ça me va bien comme conclusion, puisque l'idée même, c'était de dire impact by design, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit une véritable expérience utilisateur, alors que ce soit en B2B, en B2C, pour des consommateurs finaux, pour des DSI, enfin quels que soient les décisionnaires, qui les rendent en fait un peu fiers d'acheter le produit, tout en n'ayant pas de discount sur l'expérience en tant que telle, sur le plaisir du produit, de la consommation ou le rapport au service, qu'il soit financier, consommer de l'eau ou consommer des services technologiques. Moi, j'aurais juste une dernière recommandation, c'est peut-être une sorte en forme de conclusion. On s'était un petit peu dit, mais vous ne l'avez peut-être pas assez dit, on a parlé un petit peu des KPI. À mon avis, une façon de maintenir l'impact, c'est aussi de se mettre d'accord avec les actionnaires, mais aussi avec les salariés sur un certain nombre d'indicateurs au départ et de voir comment on les suit. Est-ce que c'est le nombre de comptes ouverts, le nombre de gens débancarisés qui sont rentrés, enfin le nombre de bouteilles d'eau, etc. Donc c'est des indicateurs qui sont évidemment complémentaires du chiffre d'affaires et des résultats financiers qu'on doit tous suivre. Mais à partir du moment où dans une entreprise à mission, je trouve intéressant de se poser la question de ce qu'on appelle parfois la data vise, et la data visualisation, elle peut être revisitée de manière à être une sorte de culture commune entre les actionnaires, les entrepreneurs, leurs équipes et aussi les partenaires et l'écosystème, de façon à vérifier qu'on maintient le cap aussi tout simplement avec une bonne vieille méthode entrepreneuriale qui a un suivi de courbes, qui a un suivi de tableaux, etc. Mais avec quelques chiffres un peu différents et complémentaires des indicateurs purement comptables et financiers. J'imagine que vous le faites chez vous, mais en tout cas c'est ce que je recommande par rapport à toutes les boîtes que je vois, c'est qu'en fait il y a une fierté et un plaisir aussi pour les managers à partager ces chiffres-là et à revendiquer quelque chose d'autre qui est finalement de l'ordre du social, du sociétal, de l'environnemental, etc. Et que ce soit mesurable, ce qui n'est pas encore gagné dans tous les secteurs. Merci à tous, on a fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver et poser des questions à nos amis dans l'après-midi.